toute société a ses héros sociaux. Ça peut être le notaire, le curé, la religieuse, ça dépend. Nous avons vu quels étaient nos héros au début de la colonie. L'explorateur, le navigateur, le géographe, le missionnaire, le coureur de bois. Mais il y en a un que nous avons oublié. C'est celui qui avait décidé de vivre dans la colonie, de s'habituer à vivre ici, c'est-à-dire l'habitant. Craignant les Iroquois, qui ont épousé la cause des Anglais établis le long de la côte atlantique, même la femme de l'habitant doit apprendre à tirer du mousquet et accomplir les tâches habituellement réservées aux hommes, tout en surveillant les enfants. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le mot « habitant » est le seul employé pour désigner ceux qui avaient choisi de faire de la vallée du Saint-Laurent leur patrie. Le mot « habitant » servait à les distinguer des personnes de passage dans la colonie, les administrateurs, les militaires ou les marchands français. Un exemple, comme quoi ce mot-là était bien accepté et important, en 1645, il se forme une compagnie qui vient d'obtenir le monopole des fourrures, et elle s'appelle la Compagnie des habitants. L'usage du mot « habitant » se généralise. Ça désignait aussi les colons, même les seigneurs portaient le nom d'habitants. On voulait, en quelque sorte, faire une démarcation avec les paysans français qui, eux, étaient soumis à toutes sortes de contraintes et de corvées et de taxes imposées par les seigneurs et les nobles. Les paysans vivent en Canada plus commodément qu'une infinité de gentilshommes en France. Quand je dis paysans, je me trompe. Il faut dire habitants. Une fois sa terre défrichée, sa maison construite, la famille bien établie, la vie des habitants d'ici devient plus vivable que celle de bon nombre de paysans français menacés par la famine et la guerre. Les premières maisons des colons étaient de modestes constructions en bois à une seule pièce et une seule cheminée. Elles étaient faites de pièces de bois horizontales, le pièce sur pièce, ou verticales, le colombage, et couvertes de paille ou de planches pour les plus cossus. Seuls les riches peuvent se payer les vitres et l'ardoise pour le toit qu'on importe de France. La maison de l'habitant est une architecture de survivance modelée sur l'architecture rurale et bourgeoise des provinces du nord de la France. Si les dimanches, les jours de fête, les habitants prenaient soin de porter de très beaux habits, durant la semaine, ils adoptaient un costume qui répondait beaucoup mieux aux besoins que le costume français. C'est pourquoi l'été, pendant les grandes chaleurs, certains portent une simple tunique un peu décolletée et portée à mi-cuisse. Le clergé ne tardera pas à dénoncer cette liberté vestimentaire. Et pour la saison hivernale, on va emprunter aux Amérindiens des vêtements qui répondent beaucoup mieux à la rigueur du climat. Les mocassins, les jambières et les habits de peau genre pèlerine qui facilitent la marche dans la neige. Une autre originalité, la tuque rouge, véritable symbole de l'habitant. Comme les hivers sont plus rudes ici qu'en France et que la neige est plus abondante, il a fallu que les toits soient plus pointus pour que la neige ne s'accumule pas. Aussi, on a réduit la fenestration au minimum et les murs étaient beaucoup plus épais. Certains mettaient même une série de planches à l'extérieur sur le mur de pierre pour protéger le mortier contre le vent du nordais. Certains même avaient ce qu'on appelait un lit-cabane, c'est-à-dire un genre de construction dans laquelle il y avait un lit, c'était entouré de planches, il y avait une petite porte qu'on fermait le soir lorsqu'on se couchait. Et pour se conserver au chaud, on mettait soit des briques chaudes sous le matelas ou soit une bassine dans laquelle il y avait des tisons allumés. Entre la Fondation de Québec et la chute de la Nouvelle-France, environ 30 000 Français ont traversé l'océan pour venir au Nouveau Monde. Sur cela, seulement 10 000 sont demeurés ici et ont fait souche. Les gens venaient de diverses provinces de France, surtout celles donnant sur l'Atlantique. Il y avait la Normandie, la Saintonge, le Poitou. Plusieurs venaient de l'Île-de-France, la région autour de Paris.
Ces gens-là arrivent ici avec leurs habitudes de vie, leur façon de parler, leur façon de vivre. Ils ont, comme ils viennent de diverses provinces de France, ils ont des habitudes alimentaires très différentes les unes des autres. Parce qu'à ce moment-là, la cuisine française n'est pas uniformisée. Mais les mariages entre personnes venant de diverses provinces changent les habitudes et assez rapidement se développe ici une cuisine uniformisée originale, une certaine cuisine française. Une cuisine qui garde les caractéristiques de chaque région de France et qui s'enrichit d'emprunts culinaires aux Amérindiens. Faire revenir des cubes de citrouille dans du beurre, assaisonner de sel, de clous de girofle et de muscade, amener à ébullition puis laisser mijoter, réduire en purée, ajouter des jaunes d'œufs mélangés avec du lait chaud, servir. Les Blancs ont contracté des dettes importantes envers les Amérindiens, notamment pour leur survie la plus immédiate. Les moyens de se nourrir, de se loger, de se transporter, les moyens de s'habiller, la connaissance de la forêt, de la chasse, de la pêche et ainsi de suite. Et là, c'est sûr qu'il y a eu des emprunts, et non seulement des échanges, il y a eu des emprunts considérables et tout à fait essentiels. La nature du pays, la rigueur de l'hiver, les longues distances à parcourir vont faire en sorte aussi qu'une autre différence va apparaître, celle de la grande résistance physique. Denonville, qui est gouverneur de la colonie dans les années 1680, décrit ainsi les Canadiens. Les Canadiens sont grands, bien faits et bien plantés sur leurs jambes, accoutumés dans les nécessités à vivre de peu, robustes et vigoureux, mais fort volontaires et légers, portés à la débauche. Les Canadiennes sont vues de façon différente suivant les voyageurs. Entre autres pour le baron de la Haute-Temps qui séjourne dans la colonie dans les années 1680-1690. Le sang du Canada est fort beau. Les femmes y sont généralement belles, les brunes y sont rares, les sages y sont communes, les paresseuses y sont en assez grand nombre. Elles aiment le luxe, et c'est à qui mieux prendra les maris au piège. Certains voyageurs trouvent que les Canadiennes sont peut-être un peu trop paresseuses et qu'elles aiment un peu trop leur personne. Entre autres, Pirkham. Pirkham, c'est un savant suédois qui, après avoir visité les colonies anglaises, vient ici, en Nouvelle-France, à la toute fin des années 1740. Un certain nombre de femmes sont assez paresseuses, imitant cela les Anglaises. Elles restent assises sur une chaise en regardant en l'air et en ne faisant rien. Quand elles ont affaire dans la maison et qu'elles se déplacent d'un endroit à l'autre d'une pièce, elles le font presque toujours, les jeunes filles surtout, en fredonnant quelques chansonnettes où l'on entend le plus souvent des mots comme amour et cœur. Si on reproche aux femmes un certain nombre de défauts, vous savez, les hommes n'échappent pas non plus au regard des visiteurs et des autorités. On reproche à plusieurs Canadiens de prendre un coup peut-être un peu trop fort. Certains même, le matin, à jeun, prenaient un petit coup d'alcool, comme ça se fait encore dans les Antilles. On buvait du rhum, on buvait de la bière, on buvait du vin, on buvait du cidre, et aussi ce qu'on appelait du bouillon. Le bouillon, on le fabriquait en prenant une boule de pâte, comme de la pâte à pain, que l'on mettait dans l'eau. Il se produisait alors une certaine fermentation qui donnait un liquide légèrement alcoolisé. Légèrement alcoolisé, oui peut-être, mais il arrive qu'on en boive beaucoup. L'habitant est un homme qui aime fêter. Récits et illustrations de voyageurs sont une bonne source de documents pour connaître la vie de l'habitant. Mais il faut se méfier. Les voyageurs qui arrivent considèrent la vie dans la colonie avec leurs préjugés, leur propre culture. La preuve, ils désignent parfois les habitants sous le nom de créoles du Canada. C'est ainsi qu'on désignait, dans certains textes, les Français qui naissaient dans les colonies. Mais il y a un autre moyen de découvrir quel était le portrait de ces gens-là. Ce sont les lois qui sont adoptées à l'époque ou les ordonnances. Entre autres, celles qu'on retrouve, par exemple, à l'époque de Frontenac. Pour Frontenac, les Canadiens sont des gens trop libres, trop agressifs et fort désobéissants. Ils demandent au roi d'émettre une ordonnance interdisant aux habitants de quitter leur village ou les villes pour une période de plus de 24 heures, et ce, sous peine de mort. Sa Majesté a fait et fait très expresse inhibition et défense à tous ses sujets, habitants du dit pays, de chasser hors l'étendue des terres défrichées et habitées, et eut lieu à la ronde. S'il y a une classe de la société qui semble se plaire à braver les lois, à ne pas les respecter, ben c'est bien la jeunesse. Celle qui a vécu la traite des fourrures, qui a vécu dans les bois et qui a développé chez elle un esprit de liberté qui déplaît beaucoup au gouverneur, entre autres à Denonville, qui le dénonce en 1685.
Dès le moment que les enfants peuvent tenir un fusil, les pères ne peuvent plus retenir leurs enfants. Car n'étant pas accoutumés à tenir la charrue, la pioche, la hache, toutes leurs ressources n'étant que le fusil, il faut qu'ils passent leur vie dans les bois. Une autre conséquence de l'influence du territoire et de la fréquentation des Amérindiens, ce sera l'esprit d'égalité qui va se développer ici. Un esprit qui va parfois choquer les administrateurs. Contrairement à la croyance des Européens, la terre ne nous appartenait pas, nous appartenions à la terre. L'Autochtone appartenait à la terre. La terre le faisait vivre, la terre le nourrissait, la terre lui donnait tout, donc elle était comme une mère nourricière, comme une nounou, comme une nurse en Europe, et c'était inconcevable pour un Autochtone de dire à un Européen qui venait s'installer ici, « ben je ne te permets pas de marcher sur ma terre » ou quoi que ce soit. Et ce concept de la propriété ne pouvait d'abord, on ne peut pas détenir sa mère, elle n'est pas notre propriété, et on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la troquer, on ne peut rien faire avec, c'est sa mère. Et la terre était considérée comme nourricière, comme mère. Et c'est une métaphore que la plupart des gens ne comprennent pas encore aujourd'hui. Les Indiens considèrent la terre comme leur mère. C'est pas une imbécilité, c'est une métaphore, bien sûr, mais une métaphore véridique. La terre nourrit le cultivateur, encore d'autant plus celui qui vit comme cueilleur. Il y a eu des Blancs qui ont fréquenté des habitats amérindiens, des coureurs de bois, par exemple. Les Amérindiens faisaient preuve, comme vous le savez peut-être, d'une très grande hospitalité et donnaient assez facilement l'accès de leurs femmes à ces visiteurs qui étaient les coureurs de bois et qui ne se gênaient pas pour en profiter. Donc, il est certain que ces coureurs de bois ont laissé quelques gènes parmi les communautés amérindiennes. Mais l'inverse est beaucoup moins vrai, beaucoup moins vrai. Il y a quelqu'un qui dit, à un moment donné, « J'ai un arc et j'ai des flèches. Et tu me demandes si ma femme m'appartient. Mais mon arc et mes flèches m'appartiennent. Mais si tu en as besoin pour chasser, je ne peux pas te nier le droit de prendre mon arc et mes flèches. Pourquoi est-ce que j'aurais le droit de propriété sur la femme en disant qu'elle m'appartient plus que mon arc et mes flèches? » C'est devenu à la mode à un moment donné que de se réclamer d'un certain nombre de gènes amérindiens, mais ça n'a jamais vraiment été documenté, cette question-là. Donc, d'une façon générale, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de métissage, et ça, c'est une caractéristique qui nous distingue fondamentalement de la façon dont ça s'est produit, par exemple, en Amérique latine, où là, il y a eu un métissage absolument considérable, généralisé, très encouragé. Et certainement, ici, au Québec, on ne peut pas en dire autant. Mais la propriété n'existant pas, c'était absolu sur toute la ligne. C'était sur les êtres comme sur les objets. Et comme tout était en partage, lorsque j'ai quelque chose à manger, je dois le partager avec tous ceux qui vivent avec moi, mais à condition qu'il y ait réciprocité. Si vous avez quelques objections à me donner de quoi manger, bien sûr que j'aurais objection à vous en donner aussi. S'il y avait eu tant de relations et d'échanges, ça se serait su quand même. Même la vie familiale est marquée par ça. D'accord, le garçon doit obéissance et la fille aussi à ses parents. Et on leur doit le respect. Le garçon devient majeur à 25 ans. La fille le devient à peu près jamais. Et ça va se manifester, entre autres, dans les demandes de mariage. Pour se marier, un garçon mineur doit avoir l'autorisation de ses parents. Mais il existe une coutume dite sommation respectueuse. Un père qui refuse à son fils la permission de se marier, s'il l'est sommé 3 fois, le fils peut se marier sans la permission de son père. Je m'y suis béni. Depuis l'aurore du jour je l'attends, celle que j'aime, que mon cœur aime. Depuis l'aurore du jour je l'attends, celle que mon cœur aime tant. Il y aura des procès entre parents et enfants, ceux-ci réclamant le droit de parler d'égal à égal. Cet esprit d'égalité colore aussi les relations entre le censitaire, l'habitant et son seigneur. Bon nombre de seigneurs aussi n'ont pas une vie très différente de celle de leurs censitaires, des personnes à qui ils ont concédé des terres. Ils habitent certainement, parfois, une maison qu'on appelle un manoir. Il y a aussi quand même des relations. Le censitaire doit foi et hommage à son seigneur. Il doit lui donner quelques chapons par année pour justifier la concession de la terre. Mais au fond, ce sont des gens de même niveau, de même qualité. Le 1er mai de chaque année, les censitaires plantent devant la maison du Seigneur un grand sapin sans branches pour lui rendre honneur. C'est la coutume dite du mai, très vieille coutume universelle. L'état d'égalité qui existe dans la colonie
c'est quelque chose de complètement différent de la situation qu'on retrouve en France. Là, il y a 3 classes bien structurées. La noblesse, le clergé et le tiers-état, c'est-à-dire le peuple. Ici, on n'a pas eu vraiment de grande noblesse. On a eu des administrateurs, des gouverneurs qui étaient de grands nobles. Mais chez le peuple, chez les Canadiens, il y en a eu seulement quelques-uns qui ont été anoblis par le roi. Et même ces petits nobles-là n'étaient pas nécessairement très riches et n'avaient pas de conditions sociales très différentes de celles de l'habitant régulier. Quelques habitants ont obtenu du roi de France des lettres de noblesse. Ils ajoutent un « de » à leur nom qu'ils rallongent. Il y a eu les Bourdons de Dombourg, les Lemoine de Longueuil, les Bouchers de Grosbois, etc. Un seigneur, c'était quelqu'un qui recevait de l'intendant, du gouverneur ou du roi une importante partie de territoire qu'on appelait une seigneurie, avec l'obligation formelle de concéder des terres à des colons, à des censitaires. C'était le moyen qu'on avait choisi pour augmenter la population, pour développer la colonie. Les censitaires doivent aussi payer aux seigneurs une redevance annuelle que l'on appelle le cens et la rente. Cela consistait parfois en quelques chapons et un petit montant en argent. Ils devaient obligatoirement faire moudre leur grain au moulin du seigneur et lui verser le 14e minot. Les terres concédées devaient aussi être occupées par le censitaire qui devait y tenir feu et lieu. C'est-à-dire qu'il devait se construire à l'intérieur d'une année une maison et cultiver la terre. Sinon, lui aussi risquait de perdre sa terre, comme le seigneur risquait de perdre sa seigneurie s'il ne la développait pas. L'habitant construisait rarement sa maison lui-même. Construire des murs de 10 pieds de haut et de 3 pieds d'épaisseur était au-delà de ses capacités. La légende veut que l'architecture de la maison ait été modifiée à cause du froid. En voulant mieux chauffer les maisons, les risques d'incendie augmentaient. C'est la peur de l'incendie qui a fait évoluer la maison. Les terres concédées étaient habituellement de forme rectangulaire et donnaient la plupart du temps soit sur le fleuve Saint-Laurent, soit sur un cours d'eau. Même aujourd'hui, on retrouve dans le paysage québécois la marque du régime seigneurial. Il s'agit de regarder comment les terres sont divisées, entre autres du haut des airs. Et on voit très, très bien. Il y a aussi une particularité. Dans les années 1660, on va concéder dans la région de Charlesbourg une seigneurie, quelques seigneuries, mais où les terres vont diviser en forme de pointe de fromage. C'est ce qu'on appelle le Beau-Royal. Et à ce moment-là, encore aujourd'hui, on peut voir que ces terres-là sont vraiment comme un triangle parce qu'on voulait que l'habitant construise sa maison au bout de la pointe et que ce soit plus facile à défendre contre les attaques amérindiennes. Tous les habitants n'étaient pas censitaires, surtout ceux qui vivaient dans les villes comme Montréal, même si l'île de Montréal était une vaste seigneurie concédée aux Sulpiciens. Au début des années 1670, Montréal compte près de 700 habitants. Les premières rues ont été tracées. La rue Saint-Paul, en l'honneur de Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve. La rue Saint-Lambert. Une rue prendra plus tard le nom de Saint-Laurent, toujours selon un zonage à angle droit. Il y a une différence extrêmement importante entre la noblesse que l'on retrouve ici, la petite noblesse, et la noblesse française. En France, un noble n'a pas le droit de faire du commerce. Ici, le noble, grand ou petit, peut déroger, c'est-à-dire faire du commerce sans nécessairement perdre sa qualité de noble. Les habitants ne sont pas chauds à rendre les honneurs que les nobles ou les administrateurs croient qu'ils leur sont dus. Et c'est pour ça que certains de ces administrateurs-là vont dénoncer l'arrogance des Canadiens et leur manque de respect pour l'autorité. Les gens de ce pays sont fort doubles, tenant du sauvage. De grands causeurs qui, pour la plupart, ne savent ce qu'ils disent, la plupart se faisant gentilshommes. Comme ils ne sont nullement d'accord ensemble, il faut les entendre parler les uns des autres. Une autre manifestation de l'esprit d'égalité qui régnait dans la colonie, c'est la façon dont on traitait ici les esclaves. Certains esclaves venus du Nebraska dans la colonie, les Indiens Panis, étaient les plus appréciés. L'historien Marcel Trudel a dénombré 2400 esclaves d'origine amérindienne et 1200 esclaves noirs. Posséder un ou des esclaves, c'était très à la mode. Même les communautés religieuses ont possédé des esclaves. Ceux-ci étaient traités comme des domestiques sans salaire. Et il arrivait aussi
que l'on affranchisse les esclaves, qu'on leur redonne leur liberté. Et à ce moment-là, ils étaient considérés comme des citoyens ordinaires. Ils pouvaient se marier. Quelques esclaves de sexe féminin ont même épousé des Canadiens. L'esprit d'égalité, vous savez, n'empêchait pas les Canadiens et les Canadiennes d'être extrêmement fiers, surtout pour ce qui concerne leur habillement. On était prêts à s'endetter pour être le mieux habillé, surtout le dimanche. On est en retard sur la mode de Paris seulement d'une année, le temps de savoir ce qui se portait là-bas et surtout le temps de faire venir ces choses-là. En ville surtout, c'est-à-dire à Québec et à Montréal, certaines personnes portent la perruque, surtout chez les personnes âgées. Quant aux jeunes gens, ils portent les cheveux longs et ils les attachent en arrière avec un morceau de cuir. Le duel a existé en Nouvelle-France et dans certains cas, il était punissable de mort. Dans la maison, les hommes gardent habituellement leur chapeau ou leur tuque. Quant aux femmes, elles portent des souliers à talons très hauts. Si élevés qu'on se demande comment elles peuvent marcher là-dessus. À la fin du 17e siècle, la mode veut que les femmes aient les seins à peu près découverts. C'est une mode que Monseigneur de Saint-Vallier va dénoncer avec véhémence dans son rituel. Il va même ordonner au curé de refuser les sacrements, surtout celui du mariage, aux personnes du sexe qui seront immodestement habillées, qui n'auront pas la tête voilée, qui auront le sein découvert ou seulement couvert d'une toile transparente. Plus tôt, l'évêque Saint-Vallier avait aussi dénoncé les vêtements indécents. Des habits indécents faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaules et de gorge, se contentant de les couvrir de toiles transparentes, qui ne servent souvent qu'à donner plus de lustre à ces nudités honteuses. La tête découverte, ou qui n'est couverte que de coiffes transparentes, et les cheveux frisés d'une manière indigne d'une personne chrétienne. La vanité des habitants va se manifester dans un domaine où l'on s'y attend le moins, le cheval. Dans la colonie, au début, il n'y avait pas de chevaux. Le premier à faire la traversée de l'Atlantique, c'est un cheval qu'on donne en cadeau au gouverneur Montmagny. C'est la compagnie des habitants qui lui fait ce cadeau-là. C'est une belle monture, mais qui n'est pas utile du tout pour les travaux agricoles. On va en faire venir ici à partir des années 1660. Rapidement, ils vont se développer. Et au début du 18e siècle, il s'agit de savoir, chez les jeunes surtout, lequel a la monture la plus rapide. On va protester contre cela et l'intendant va intervenir pour interdire aux gens de sortir pendant les sermons. Bien plus, en 1716, l'intendant Bégon émet une nouvelle ordonnance interdisant cette fois-là de faire galoper les chevaux au sortir de l'église. Quelques habitants poussent les chevaux attelés à leur carriole ou ceux sur lesquels ils sont montés avec tant de vitesse qu'il arrive souvent que n'étant plus les maîtres, ils renversent les carrioles qui se trouvent sur le chemin et même des gens auxquels ils ne laissent pas le temps de se ranger, d'où il est arrivé déjà plusieurs accidents fâcheux. La fierté exige que chaque membre de la famille ait sa monture, même les enfants. Les autorités, à un moment donné, craignent que cette habitude-là de toujours se déplacer à cheval affaiblisse un peu la force physique. Et l'intendant Redeau, en 1709, interdit aux habitants de l'île de Montréal de posséder plus de 2 chevaux et un poulain par famille. Le cheval, c'est vraiment l'ami de tous, et on le considère comme tel. Lors de la guerre de la conquête, la famine commence à apparaître. Le bétail est réquisitionné par l'armée. On songe à utiliser le cheval comme aliment. La population, surtout les femmes, dit non. On ne peut pas manger son ami. À ce moment-là, Bigot, Lévis et Montcalm organisent un grand banquet, tout au cheval, pour montrer à tous, surtout aux soldats, qu'on peut quand même le manger. Mais on n'osera pas. Voici le nom des animaux que l'on amène de France. Des bœufs et des vaches, des cochons en grand nombre, des moutons, il y en a peu, des chiens, des chats et des rats. Les immigrants qui arrivent ici arrivent avec des expressions différentes, des patois différents. Les Normands ont leur propre patois, les gens de la Saintonge, les gens du Poitou, la même chose. Ceux qui prédominent au niveau de la qualité de la langue, ce sont les gens qu'on appelle de la région parisienne. Les filles du roi, entre autres.
Et c'est cette langue-là qui va finir par prédominer. Au secours! Evie, mon fils est tombé! Perchez-les au plus vite et je payerai! Si la dame est blessée, coquin, je te tuerai. Je te donnerai 100 coups de mon fouet, Courteau de Bourrique. Marchand de marde, je te peignerai si tu ne me rends mon argent. Ton vinaigre ne vaut rien, minable. Il va donc se faire ici une unification de la langue avant même que le phénomène ne se produise en France. Et la qualité de la langue qui se parle ici va surprendre bon nombre de voyageurs. On peut envoyer un opéra au Canada et il sera chanté à Québec note pour note et sur le même ton qu'à Paris. Mais on ne saurait envoyer une phrase de conversation à Bordeaux et à Montpellier et faire qu'elle y soit prononcée syllabe pour syllabe comme à Paris. Tous ici tiennent pour assurer que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un français plus pur qu'en n'importe quelle province de France, et qu'ils peuvent même, à coup sûr, rivaliser avec Paris. Dans les années 1750, on note même que les Canadiens ont inventé de nouveaux mots. Ils ont même gardé des anciennes expressions, comme par exemple embarquer, débarquer pour monter et descendre, aller pour tirer, des hardes pour des habits. Ils inventent de nouveaux mots comme latuc, tanner pour ennuyer, chômer. Aussi, selon Jean-Baptiste Dalérac, l'expression qui est la plus populaire, c'est être de valeur. Ça demeure encore dans notre langage aujourd'hui. Sa blonde l'a quitté, c'est don de valeur. En Nouvelle-France, on n'était pas plus ignorants que les Français de la même époque. Déjà, en 1635, les Jésuites ouvrent à Québec un collège classique, une année à peine après que les Anglais aient ouvert à Boston, Harvard. En 1639, les religieuses ursulines ouvrent à Québec une école pour les petites Hurons et aussi pour les jeunes Françaises. Les Ursulines venues en Nouvelle-France ont reçu pour mission de convertir et d'enseigner la langue et la culture française aux Amérindiennes des alentours. Le but est évidemment de fabriquer des épouses pour les soldats français. Comme l'écrit Marie de l'Incarnation, sur 100 sauvagesses, nous n'en avons converti qu'une seule. Les Amérindiennes sont incapables de rester, comme elles disent, en clôture, et elles se sauvent à la première occasion. Mère Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec, est originaire de Tours, en France. Née Marie Guyard, elle épouse Claude Martin, un maître ouvrier en soie, et elle lui donne un fils qui deviendra plus tard prêtre. Devenue veuve, elle prononce ses vœux. Mon très cher fils, la vie et l'amour de Jésus soient notre vie et notre amour. Il est vrai que je goûte fort la vie que vous nous donnez au sujet du passage des religieuses de France, et que des filles du pays nous seraient plus propres pour notre esprit que d'autres qui y apportent un esprit étranger. Quelques années plus tard, en 1653, à Montréal, où Ville-Marie, c'est Marguerite Bourgeois qui commence à distribuer un enseignement extrêmement rudimentaire, mais quand même important. Marguerite Bourgeois naît en Champagne en 1620. Elle arrive dans la colonie en 1653 et elle commence alors à s'occuper de l'instruction des enfants français établis à Ville-Marie. Elle fonde la congrégation de Notre-Dame de Montréal. Et c'est évidemment du côté des fondatrices qu'on voit des femmes là, très, très énergiques, très déterminées, très organisées, qui sont vraiment capables d'établir la base financière de leurs institutions, qui tiennent tête à l'évêque et qui ont vraiment mis sur pied des institutions qui existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Il y a d'autres femmes qui ont choisi la liberté, l'autonomie. Au moment de leur veuvage, elles sont entrées en communauté religieuse. Elles ont fait des donations importantes de leur propre fortune, mais elles trouvaient en communauté une occasion de contrôler, de dominer un monde, une entreprise qui est une communauté religieuse qui demande des qualités d'administratrice certaines. Sous le régime français, il y avait en Nouvelle-France ni imprimerie, ni journaux imprimés ici. Il y avait bien la Gazette de Théophas Renaudot qui circulait un peu à partir des années 1630. Il n'y avait pas non plus d'avocats. On trouvait que c'était peut-être des éléments perturbants, vous savez, les journaux et les avocats. Il y aurait quand même des livres qui seront importés de France. Et certains particuliers possédent des bibliothèques quand même imposantes, surtout les communautés religieuses. Au Séminaire de Québec, il y a, dans ce qu'on appelle le Fonds ancien, une collection extraordinaire de livres qui datent du régime français. Quant au théâtre, là, peut-être, c'est un peu plus faible. D'abord, les pièces devaient être jouées seulement par des gens de même sexe. Au Collège des Jésuites, on va jouer le Cid très peu de temps après sa création en France.
Monseigneur de Saint-Vallier va défendre les pièces mixtes, c'est-à-dire des pièces où il y aura des acteurs et des actrices. Il y aurait quand même un mini-scandale. En 1694, les gens dans l'entourage du gouverneur Frontenac veulent jouer ici le Tartuffe, la fameuse pièce de Molière qui déjà avait des problèmes en France. Monseigneur de Saint-Vallier va s'arranger pour que la pièce ne soit pas jouée ici. Quant à la musique, là, par contre, ça va très bien. Déjà, dans les années 1640, à la messe, c'était surtout de la musique religieuse. Comme les gens adoraient danser, il y avait aussi de la musique populaire. Parce que entre Noël et le Mardi Gras, c'était habituellement que des fêtes continuelles. Une année sur 4, le fleuve formait un pont de glace. Alors à Noël, selon l'état de la glace, on traversait de Québec à Lévis ou de Lévis à Québec, où on remontait le fleuve pour aller chez des amis réveillonnés. Cela ne plairait pas beaucoup au clergé parce que c'était des occasions de péché. Monseigneur de Saint-Vallier va même recommander au gouverneur de Nonville que ces filles ne dansent qu'entre elles. On aime mieux que les gens dansent en personnes de même sexe qu'en personnes de sexe opposé. De plus, les Canadiens, on le voit, s'ils aiment chanter comme ça, s'ils aiment danser comme ça, c'est qu'ils ont le sens de l'hospitalité. Et ça va frapper les voyageurs. Le fait que les Canadiens accueillent tous ceux qui passent et les reçoivent avec énormément de chaleur. Les gens du commun au Canada sont plus civilisés et plus ingénieux qu'en n'importe quel autre endroit du monde où je me suis rendu. On peut entrer n'importe où chez les habitants et s'entretenir avec eux, hommes et femmes. On est saisi par leur savoir-vivre et par les réponses courtoises qu'on reçoit sur tous les sujets. Ils ont aussi parfois une tendance à être légèrement grivois. Un point tel qu'un intendant va interdire aux gens de composer des chansons grivoises ou insultantes au sujet de leurs voisins. Sancté Finette, sancté les deux citrouilles de Madeleine, sancté tout ce qui grouille, sancté la belle fripouille, sancté la pluie qui mouille. On était aussi parfois légèrement anticlérical. Entre autres, dans notre folklore, on n'a seulement qu'à penser à la chanson « Ah, Simon Moine voulait danser ». Écoutez les paroles comme il faut et vous allez voir qu'elle a un petit fond de méchanceté face au curé. S'il n'avait fait vœu de pauvreté, s'il n'avait fait vœu de pauvreté, bien d'autres choses je lui donnerai, bien d'autres choses je lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas... Il y avait aussi à cette époque-là une certaine opposition entre le clergé qui venait de France et les débuts du clergé canadien. Les Français reprochaient volontiers aux prêtres canadiens d'être des ignorants. Il y aurait aussi une certaine opposition entre les Jésuites et les Récollets et les Sulpiciens. Les Jésuites voulaient vraiment presque tout contrôler, la religion, dans la colonie. Les Françaises et les Français ayant immigré en Nouvelle-France ont apporté dans leur bagage bien des habitudes de la mère patrie. Certaines, en se modifiant, sont devenues surprenantes. Ainsi, en France, on bénissait les fiançailles. On va le faire ici aussi. Mais certains fiancés, pressés par la vie, anticipaient. Ils se mettaient vite à vivre comme des gens mariés. Et lorsqu'ils décidaient de se marier pour vrai, la future épouse cachait sous son voile ses enfants à l'insu du curé. Et lorsque le curé la bénissait, elle, on était convaincu que ses enfants étaient légitimés. Au sujet du mariage, il faut préciser que chez le peuple, les filles se mariaient habituellement beaucoup plus jeunes que les garçons. La loi leur permettait de le faire dès l'âge de 12 ans, alors qu'un garçon devait attendre l'âge de 14 ans. Les veuves peuvent se marier beaucoup plus rapidement, surtout au 17e siècle. Et il y a très peu de célibataires. Parce que justement, on manque de femmes. Et comme on manque de femmes, on peut faire l'hypothèse, quoi qu'on n'en a pas la preuve, que souvent ce sont les femmes qui choisissent, les filles du roi, entre autres, elles ont choisi leur mari. On a tendance aujourd'hui encore à voir les femmes pionnières du 17e, du 18e siècle comme des femmes sans intérêt, peu instruites. En réalité, ces femmes-là, lorsqu'elles se mariaient, prenaient en charge toute l'organisation
non seulement de la maison, non seulement de l'éducation des enfants, mais on les munissait de procuration. Elle gérait la famille ou l'entreprise qu'était cette famille, puisqu'elle pouvait posséder plusieurs terres, exactement comme les femmes d'affaires le font aujourd'hui. À part de ça, on pourrait dire que la situation des femmes en Nouvelle-France et en Europe à la même époque est sensiblement identique. Les taux de fécondité sont analogues, les niveaux d'instruction sont à peu près semblables, et malheureusement, les femmes n'étaient pas plus instruites que les hommes. Il semble bien qu'en Nouvelle-France, des femmes aient joué de plus de liberté que celles qui demeuraient en France. On a vu des femmes d'officiers, par exemple, négocier des permis de traite alors que leur mari était parti à la guerre ou en voyage en France. Une femme a besoin de l'autorisation d'un juge pour signer à la place de son mari. Et puis, ici, il n'y a pas de juge, alors on permet aux femmes de signer à la place de leur mari. Très, très souvent, elles vont aller en cours, devant les cours, à la place du mari qui est absent. Le mari est en France, le mari est en campagne militaire, par exemple. Alors, elles vont remplacer le mari à ce moment-là. Et la coutume de Paris interdit la tutelle et les femmes réclament toujours la tutelle de leurs enfants et on la leur accorde. Quelques femmes aussi se sont illustrées dans le monde des affaires. Entre autres, Louise de Ramsay, la fille de Claude de Ramsay, celui qui a construit le château Ramsay. Elle a possédé des seigneuries et même des scieries. Marianne Barbel, la veuve de Louis Fornel, c'était la mère de 14 enfants, dont 7 seulement ont atteint l'âge adulte. Elle va s'occuper de pêcherie au Labrador, elle va s'occuper d'exploiter la traite des fourrures et même d'avoir une poterie. La Nouvelle-France a vu apparaître une génération de femmes absolument différentes. Certaines ont choisi même les voies illicites, comme par exemple la belle-mère de Pierre Boucher, premier gouverneur des Trois-Rivières, Jeanne Crevier, s'est lancée dans le commerce de l'alcool. Par ailleurs, certaines d'entre elles n'hésitaient pas à manifester, voire même presque se révolter, lorsque quelque chose menaçait la stabilité familiale. Ainsi, au tout début du mois de janvier 1759, 400 femmes de la ville de Québec vont manifester devant le palais de l'intendant à cause de la cherté du prix du pain. Et si on refaisait l'histoire des femmes du 17e siècle avec un outil nouveau qui serait l'estime de ces femmes-là, on découvrirait que la génération qui est la mienne aujourd'hui n'a fait qu'hériter de gènes qui étaient très présents et qui ont certainement servi à bâtir ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Graduellement, les Canadiens deviennent différents des Français. Non seulement au niveau de la langue, des coutumes alimentaires, du mode de vie, mais aussi et surtout au niveau de la mentalité. Il est certain que la langue, en partie à cause de ses contacts et de ses emprunts culturels aux Amérindiens, mais en partie aussi à cause des inventions des Blancs eux-mêmes dans leur vie quotidienne, il y a eu de nouveaux modes de vie qui ont été mis au point. Il y a eu de nouveaux modèles culturels, il y a eu des adaptations, et de tout cela a résulté un type, peut-être pas vraiment un type physique si vous voulez, mais enfin un type culturel, ça c'est sûr. Au moment de la conquête, par exemple, il y avait déjà telle chose que le Canadien. Et cela n'existait pas un siècle auparavant, par exemple. Mais il y a eu non seulement l'apparition de cette réalité culturelle, mais la prise de conscience de cette réalité aussi. Et ça, c'est peut-être aussi important que la réalité elle-même. Vers les années 1680, ils commencent à s'appeler des Canadiens. Le mot apparaît à peu près à cette époque-là. Mais c'était un mot dont l'origine remontait à l'époque de Jacques Cartier. Lorsqu'il prend contact avec Donnacona, qui est le chef de Stadacone, ces gens-là s'appellent les Canadiens. Ils vivent dans un territoire qu'on appelle le Royaume de Canada, qui est la région comprise entre la pointe ouest de l'île d'Orléans et à peu près les régions de Portneuf. Et le mot s'écrit Canadiens, D-I-A-N-S. Un siècle plus tard à peu près, les années 1780, il y a des anglophones qui vivent ici de façon permanente et qui, eux aussi, revendiquent le droit de s'appeler Canadiens. Et là, on va commencer à s'appeler, surtout à partir de 1840, Canadiens français. Une désignation qui va demeurer jusqu'aux alentours des années 1960, 1963, 1964. Et là, on va utiliser de plus en plus le mot québécois pour parler des personnes qui vivent sur le territoire du Québec. Il y aura une opposition de plus en plus forte entre Français et Canadiens. Le gouverneur Vaudreuil, qui est un Canadien, s'opposera au marquis de Montcalm, qui est un Français. Les officiers et les soldats français n'ont pas du tout la même vision que les miliciens canadiens. En Europe,
La guerre de 30 ans s'achève dans la misère extrême. Des paysans fugitifs errent sur les routes et dans les forêts. Les villages sont incendiés et les villes soumises au brigandage. Dans certaines régions de France, la famine est si grande que des paysans mangent de l'herbe et de la terre pour se nourrir. Ce sont les années Vincent de Paul, l'apôtre des pauvres et des enfants perdus. En Nouvelle-France, l'habitant vit dans une certaine insouciance. Son goût de la fête lui fait oublier les menaces qui planent sur la colonie, qu'elles viennent de l'Iroquois ou de la Nouvelle-Angleterre. Sait-il seulement que l'Iroquois s'acharne contre la Huronie, brûlant systématiquement tous ses villages et s'opposant par la torture à la présence des missionnaires jésuites? Les Canadiens sont devenus des Nord-Américains qui parlent toujours la langue française. Et selon le père Charlevoix, un Canadien est un mauvais sujet et un mauvais maître. Une nouvelle guerre éclate entre la France et l'Angleterre. La colonie n'y échappe pas. L'habitant doit défendre son territoire comme milicien sans solde. Un appel est lancé. Jean Barrette, Mathurin Thibaudot, Jacques Ménard, dit Fontaine, Pierre Chauvin, Claude Jutras, dit Lavallée, Noël Morin, Fiacre Duchard, dit Lafontaine, Grégoire Dom. L'Europe enterre ses morts, la Nouvelle-France aussi. Pierre Boucher écrit « Une femme est toujours dans l'inquiétude que son mari, qui est parti le matin pour son travail, ne soit tué ou pris et que jamais elle ne le revoie. » En 1690, une armée part de Nouvelle-Angleterre, monte vers le nord par la rivière Richelieu. Elle doit se joindre à une puissante expédition maritime. L'objectif, s'emparer de Québec, le cœur de la Nouvelle-France. Et attention, tout n'est pas dit. Tout le monde veut posséder la Nouvelle-France, sauf peut-être la France.